matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Charles Millon, ancien ministre de la Défense, ancien député, ancien président de région, cofondateur et administrateur de l'Institut Thomas More. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui puisqu'on parle dans tous les médias de cette union des droites qui est en train de se réaliser. Éric Ciotti qui a rejoint pour une alliance le Rassemblement national, Marion Maréchal et certains députés qui vont rejoindre ce Rassemblement national pour une grande alliance. Et donc on est dans cette union des droites que vous aviez voulu, que vous aviez instaurée beaucoup plus tôt, en 98. Est-ce que vous pouvez nous revenir déjà pour nos auditeurs sur votre histoire de l'union des droites ? C'est tout simple, en 98, il y a eu des élections dans les régions. Le mode électoral des régions était à l'époque une proportionnelle intégrale. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il fallait élire un exécutif, soit il y avait un parti qui avait plus de 50%, soit il y avait en fait un accord entre différentes forces. L'année où j'ai été j'étais déjà président, où je devais être réélu. Il manquait une voix pour que la droite classique, je veux dire la droite parlementaire, puisse avoir la présidence. J'étais candidat au renouvellement de mon poste. Cette voix manquante, elle a été comblée, j'allais dire, par le Front National, qui, entre la gauche et la droite parlementaire, a préféré la droite parlementaire. Mais ceci, a provoqué véritablement une révolte de la part d'un certain nombre d'élus, des manifestations de la part des bien-pensants, et surtout en fait d'une gauche révoltée, et a amené en fait la droite parlementaire et la droite classique à, j'allais dire, renoncer, à condamner les présidents qui avaient opté pour une solution de ce type-là. Or, nous voulions simplement gérer la région en fonction de nos convictions et en accord avec le Front National qui avait accepté de parcourir avec nous un itinéraire politique dans la région et dans d'autres régions, puisqu'à l'époque, je crois qu'il y avait plus de 8 régions qui avaient fait ce choix-là. C'était en fait une démarche intelligente, que je considère comme intelligente, parce qu'à l'époque on était la force dominante, le RN était une force d'appoint, et on pouvait négocier et se mettre d'accord sur une méthodologie. Aujourd'hui, c'est le RN qui est la force dominante. La droite dite parlementaire est devenue en fait une minorité, et elle est amenée en fait à aller dans le sens de cette union de la droite. Alors on s'aperçoit aujourd'hui que le paysage est quand même fracturé, puisqu'il y a un certain nombre de membres de LR qui ne veulent pas en fait de cette union, qui préfèrent en fait l'isolement, la solitude, j'allais dire la disparition à terme. Je trouve pas ça très malin, je trouve ça même un peu ridicule, parce que demain il va falloir gérer notre pays, et qu'entre une gauche qui est décidée à prendre en main les affaires de la France et une droite qui est dans la possibilité de le faire, mais je préfère en fait cette droite qui est responsable. C'est la raison pour laquelle je salue en fait Éric Ciotti, parce qu'il a le courage d'abord de défendre ses idées, de défendre sa présidence. Il a été élu, et je ne vois pas pourquoi on lui conteste aujourd'hui sa présidence. Et que troisièmement, il est persévérant, puisqu'il continue à défendre ses convictions et la prise de responsabilité de la part de sa formation politique. Donc je crois que enfin, je l'espère, le paysage politique français va être conforme aux convictions de chacun. Est-ce que vous vivez cet instant politique que nous vivons en ce moment comme un retournement de l'histoire par rapport à ce que vous aviez vécu en 98 ? Non, c'est une histoire qui est par certains côtés similaire, mais qui est pas totalement la même. Parce qu'à l'époque, comme je le disais, la droite parlementaire était dominante, et
le Front National était simplement une force, j'allais dire, qui pouvait s'allier avec nous, et on aurait pu faire un long chemin, on aurait pu éviter en fait des perturbations politiques avec la gauche qui a repris le pouvoir après, etc. Et je pense que ça aurait été intelligent. Ça s'est fait dans des régions, ça s'est fait aussi dans des pays, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est à force de gérer ensemble que l'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'a priori disparaissent, que l'on peut, dans un certain nombre de cas, ne pas être d'accord, mais de trouver des consensus, etc. Et que ça me paraît plus intelligent que de faire un système où on rejette, j'allais dire, a priori, tout accord et toute alliance. Oui. Alors justement, cet a priori, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous disiez, c'est la gauche révoltée d'abord qui vous la jetait la figure, mais également cette droite parlementaire qui avait finalement, d'une certaine façon, intériorisé cette interdiction de discuter avec le Front National, puisqu'à l'époque c'était le Front National. Je voudrais qu'on revienne sur cette... C'est normal, c'est le rôle de la gauche que de jeter ce genre de sujet, mais en revanche, pourquoi la droite a-t-elle intériorisé ce cordon sanitaire? D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment le piège mitterrandien qui a fonctionné? Non, mais c'est plus vieux. Vous savez, en 1998, on ne pouvait pas se dire de droite. Ça n'existait pas. Ah bon? Quand les journaux traitaient de notre formation, ils disaient centre-droit, ils disaient libéral, ils disaient conservateur. Mais le mot droite n'apparaissait jamais. Comme s'il y avait une interdiction d'utiliser ce terme. Et c'est à partir de 98 d'ailleurs, à partir du jour où j'ai créé la formation politique La Droite, qu'on a commencé à reparler de la droite, et que peu à peu, comme dans toutes les grandes démocraties, il y avait la partie droite de l'échiquier et la partie gauche de l'échiquier. La partie droite, c'était les libéraux conservateurs attachés à l'enracinement, attachés à la personne. La partie gauche, c'était la gauche, c'était les socialistes, c'était les communistes, c'était ceux qui étaient plutôt dans une démarche collectiviste, et qui étaient favorables à une organisation économique et sociale qui ne soit pas du tout respectueuse des communautés et des personnes, mais qui soit en fait plutôt respectueuse d'une analyse, j'allais dire, collectiviste, Oui. et que c'est la raison pour laquelle il était intéressant qu'il y ait un distinguo qui soit fait entre la droite et la gauche. Donc vous voulez dire qu'à l'époque, en tout cas, nommer ce mouvement la droite, c'était presque de la provocation en fait? Ah mais non, c'était en fait... Une affirmation, mais... Non, c'était de réconcilier le fait et le droit. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui étaient dans ce courant-là se disaient de droite, mais les médias, le politiquement correct, l'interdisaient. Et l'interdisaient, pour en empêcher, en réalité, parce que quand on n'aime pas quelque chose, le quelque chose ne peut pas se développer, elle ne peut pas rayonner. Et c'est la raison pour laquelle il était important de dire qui on était. Mais vous dites que c'était plus vieux que ça, comme s'il y avait une espèce de complexe de la droite, Oui, depuis toujours d'être de droite, et jusqu'à maintenant, et là on peut vous parler de cette droite parlementaire, on peut voir, on a vu les barons LR aujourd'hui s'inquiéter, s'époumoner devant le geste d'Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, Bruno Retailleau et plein d'autres. Comment vous expliquez ce complexe d'être de droite et cette volonté de laver plus blanc, que d'être plus macroniste que le roi Macron? Comment vous expliquez ça? Vous savez, il y a une manie chez les hommes politiques de droite, c'est de vouloir être aimé de ses adversaires plus que respecté par ses amis. Oui. Et c'est en fait un geste de prétention et d'orgueil. Je crois que la politique, on assume ses convictions, même si ces convictions vous amènent à avoir des rapports difficiles avec d'autres, il faut assumer ses convictions. Et je pense qu'il y a un certain nombre de responsables politiques qui aujourd'hui ont tellement peur d'être jugés, d'être critiqués, etc., qu'ils n'osent pas affirmer leurs convictions. Je leur dis, faites attention, parce que à partir du moment où on n'affirme plus ses convictions, on ne fait
que défendre des intérêts électoraux, des intérêts de poste, et que ça n'a plus rien à voir avec la politique au sens noble du terme. On n'est plus que dans la politique aérie, la politique de boutique. Non, oui, c'est pas la politique aérienne, c'est la politique de poste et de boutique, oui. C'est plus la bataille des idées ou la bataille de la conception de la société, etc. Or, aujourd'hui, c'est posé. Alors, c'est vrai que la personne avec qui on s'allie ou la personne avec qui on passe un accord n'est pas obligatoirement identique à vous. Il va falloir négocier, il va falloir discuter, il va falloir défendre ses conceptions ou ses réformes ou ses analyses, mais que c'est aussi l'intelligence de la vie politique. Alors il y en a un autre qui, pour le coup, dernièrement a véritablement défendu ses idées au risque de cliver, c'est Éric Zemmour, qui, pour le moment, dans l'histoire dans laquelle nous vivons, est malheureux puisque son parti perd Marion Maréchal et puis les autres députés à sa suite, députés européens, à l'exception évidemment de Sarah Knafo. Comment vous jugez aussi ce qui se passe du côté de Reconquête ? Vous savez, je l'ai dit à Éric Zemmour, donc je peux le répéter. Je pense qu'Éric Zemmour est un excellent polémiste, est un excellent écrivain, est un excellent journaliste, un excellent observateur de la vie politique, un excellent analyste, mais que je ne pense pas que sa vocation ce soit d'être un homme politique. Un homme politique, son objectif, c'est de rassembler, alors que la méthodologie utilisée par Éric, c'est de cliver. Et le clivage, je ne suis pas contre cliver, mais je pense que ça ne fait pas partie de la démarche de l'homme politique qui doit rassembler pour pouvoir ensuite mettre en œuvre une politique. Et que ça a amené en fait un certain nombre d'incompréhensions entre Éric et un certain nombre de personnes. Et que deuxièmement, le parti politique qu'il a initié était un parti politique qui était en plus de ceux qui existaient et qui a participé en fait à la fragmentation de la droite française. C'était dommage. Et je pense qu'il aurait mieux valu en fait qu'il aille dans un parti politique et qu'il joue en fait le rôle d'un parti politique. Et que c'est en fait c'est la conséquence de tout cela que l'on voit aujourd'hui. Est-ce que vous ne considérez pas malgré tout que Reconquête a pu jouer un jeu d'abord, peut-être pas volontairement d'ailleurs, de normalisation du Rassemblement national qui est aux côtés de Reconquête avait l'air d'un parti beaucoup plus, justement, plus rassembleur, mais moins clivant, surtout gommant progressivement les sujets qui pouvaient fâcher. Et donc à côté, Éric Zemmour jouait le nouveau... le nouveau épouvantail de la droite. Est-ce que ça n'a pas pu servir dans ce sens-là ? Et puis aussi, certains reprochaient au Rassemblement national d'oublier ses convictions. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'Éric Zemmour a joué ce rôle-là ? Non, il a permis par des analyses tout à fait justes de rappeler un certain nombre d'objectifs qu'on devait poursuivre et un certain nombre de risques auxquels on était confrontés. Toute son analyse de la civilisation, son analyse de la lutte entre différents courants de pensée était très, très importante et elle est toujours très importante. Et je crois que lorsqu'il montre la querelle, non seulement la querelle, mais même le conflit qui existe entre différentes civilisations, il a raison. Quand il critique une immigration totalement non contrôlée, irrégulière, qui est en train de déstabiliser un certain nombre de pays, il a raison. Mais le seul problème, c'est que la politique, on ne peut pas être monothème. Et que très rapidement, il s'est enfermé sur un thème central et où il a ignoré en fait les autres thèmes qui étaient importants, tels que les thèmes économiques, tels que les thèmes sociaux, tels que les thèmes culturels, et qu'on s'est enfermé sur simplement le problème de la démographie, de l'immigration, des mouvements de population et j'allais dire de la civilisation. Alors, c'était très bien de toucher à tout ça, c'était très bien d'analyser. C'était utile même pour le débat. C'était même indispensable. Il a enrichi le débat,
mais en même temps, il s'est lui-même, marginalisé. Cornerisé, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, pour conclure sur cette affaire Reconquête, comment voyez-vous le geste de Marion Maréchal de rejoindre finalement cette union lancée par le Rassemblement national ? Je crois que Marion Maréchal, elle a fait une expérience. Elle a vu que cette expérience n'aboutissait pas pour des raisons multiples, qu'elle analysera elle-même, et qu'elle en a tiré les conclusions. Je crois qu'il faut avoir... et c'est un geste de courage, hein, parce que c'est difficile de revenir sur une démarche que vous aviez initiée et que vous apercevez que cette démarche n'aboutit pas, et à ce moment-là d'en tirer les conclusions, parce que vos idées sont supérieures à votre démarche personnelle. Eh bien, elle est revenue sur sa démarche personnelle pour pouvoir aller dans le sens de l'union de toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas d'abord que la gauche la plus intolérante qu'on ait vue depuis bien longtemps vienne au pouvoir, qui ne veulent pas la poursuite du macronisme qui nous a amenés à une situation qui est tout à fait déplorable, et qui souhaitent que la France se reconstruise à partir de nos analyses et de nos valeurs, et qu'aujourd'hui, quand cette grande association entre un certain nombre de forces qui sont pour les unes libérales, pour les autres conservatrices, pour les autres libérales et conservatrices, puisse se faire, eh bien, on verra peut-être une espérance apparaître au bout du chemin. Alors, on va parler de cette espérance dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais, puisque vous parliez de cette union, qu'on s'arrête un petit peu sur cette union. C'est intéressant, on a reçu, nous, Jérôme Sainte-Marie, il y a quelques jours, politologue et fondateur de l'école des cadres du Rassemblement national, proche conseiller, évidemment, du Rassemblement national. Et il rappelait à notre micro, alors qu'on parlait de cette union des droites, il me corrigeait en me disant « Non, il ne s'agit pas d'une union des droites. Que je sache, je reprends ces mots, ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen n'utilisent ce terme. Ils récusent cette expression pour lui préférer une union populaire. Ils veulent dépasser cette catégorie, cette catégorie droite-gauche, ce clivage droite-gauche que tout à l'heure, dont vous vous réclamiez justement. Alors, dont je me réclame d'ailleurs toujours. Et dont vous vous réclamez encore, bien sûr. Et j'ai eu cette discussion avec Jérôme Sainte-Marie. Lui, il fait une analyse sociologique. Oui. Et il dit aujourd'hui, la vie politique française se caractérise par cette querelle entre une élite mondialiste et un peuple enraciné. Je dis pas qu'il a tort. Bloc élitaire, bloc populaire. Oui, il a raison. Mais ça n'empêche que c'est pas le clivage principal de la vie politique. Et que lorsqu'on prend des thèmes comme comment organiser l'éducation, on s'aperçoit qu'il y en a un certain nombre qui pensent que c'est aux parents essentiellement à choisir l'éducation des enfants, et d'autres qui pensent que c'est à l'État de décider de l'éducation des enfants de France. Les premiers, c'est plutôt la droite, c'est surtout la droite d'ailleurs, et les seconds, c'est la gauche, et c'est surtout la gauche. Et que c'est pas une histoire ni d'élite mondialiste, ni de peuple enraciné, c'est une conception en fait de la famille, une conception de la subsidiarité, une conception du rôle de l'État, etc. Et que c'est là où on est différent. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, avec Jérôme Sainte-Marie, je participe à ce combat contre cette gauche complètement extrémiste et folle qui est en train en fait de s'affirmer, et contre ce macronisme complètement mondialisé, déraciné, qui ne veut pas tenir compte des valeurs traditionnelles de notre pays, et qui, avec des lois bioéthiques qui sont exactement inverses à ce qu'une grande partie des Français veulent, eh bien, mais déstabilise, j'allais dire, notre vie sociale et notre vie tout court, notre vie communautaire, et qu'à partir de ce moment-là, je souhaite que les gens qui se réfèrent à la droite ou qui se réfèrent à cette union populaire, pour reprendre l'expression de Jérôme Sainte-Marie, soient ensemble et participent au redressement de notre pays. Mais considérez-vous aujourd'hui que le Rassemblement national est un programme de droite, puisque eux-mêmes le récusent ? Je pense qu'il va falloir se bagarrer sur un certain nombre de choses. Je pense que sous l'angle économique,
Oui, totalement. Il va falloir réfléchir, parce que je crois qu'il y a des approches qui n'ont pas été assez travaillées. Je crois qu'il va falloir revoir, par exemple, un certain nombre... Je donne l'exemple de la retraite, par Oui, exemple. d'ailleurs Jordan Bardella a déjà rétro-pédalé apparemment. Non, mais je pense même, et je m'aperçois d'ailleurs que lorsqu'on va jusqu'au fond, il y a ceux qui sont pour un âge de la retraite et ceux qui pensent qu'il y a un temps de travail. Je fais partie, moi, de ceux qui pensent qu'il y a un temps de travail. J'ai déposé dans les années 80-85 une proposition de loi, donc c'est vieux, où je demandais que il n'y ait pas d'âge de la retraite, qu'il y ait un temps de cotisation, ce qui est complètement différent. Oui, oui. Et aujourd'hui, je Vous m'aperçois, décalez dans l'âge. quand je discute avec les gens du RN, qu'il y en a beaucoup qui sont favorables à cette conception-là. Donc on va changer de terrain, on ne va pas s'engueuler sur l'âge de la retraite, mais on va voir comment on peut organiser notre partage entre la vie active et la vie de retraite à partir du temps où on a cotisé, et on pourra même faire ses choix personnels, parce qu'il y a certaines personnes qui voudront cotiser plus longtemps pour avoir une retraite plus conséquente, et d'autres qui voudront cotiser peut-être moins pour pouvoir avoir une autre activité après, ou pour pouvoir avoir une retraite peut-être plus faible, mais à un temps plus libre pour pouvoir exercer d'autres missions. Donc je crois qu'il ne faut pas aller s'entêter, il faut discuter et voir s'il n'y a pas un chemin ou un endroit où on peut discuter ensemble, et à partir de ce moment-là, concevoir la réforme et la mettre en œuvre ensemble. Dans le cadre de cette alliance. Alors, Et là, parlons de l'espérance. on peut prendre thème après thème, et on verra que vous savez, c'est peut-être l'intérêt d'être élu local, ça. Le concret. Je l'ai expliqué d'ailleurs à beaucoup de personnes, dont Éric Zemmour, c'est que lorsque vous êtes maire d'une commune moyenne ou petite, vous apercevez que, après les débats que vous avez eus avec des personnes qui, soi-disant, ne partagent pas vos idées, n'ont pas la même sensibilité, vous apercevez qu'on arrive finalement à se comprendre, et que la majorité des délibérations dans une commune de ce type-là sont prises à l'unanimité. Après, ça exige du temps, de la conviction, de la démonstration, des exemples, des références. C'est pour ça que la politique prend du temps, hein. D'abord, il faut se former, puis ensuite, il faut participer au débat, il faut convaincre, et après, on peut entreprendre. C'est pour ça qu'il n'est pas idiot aussi d'avoir des députés qui soient maires exactement. et enracinés, enfin attachés à leur terre. Exactement, c'est la raison pour laquelle moi je suis pour un cumul des mandats équilibré, mais qu'il y ait un cumul des mandats. Parce que l'expérience que vous avez en tant que maire ou en tant que président de département ou de région vous permet, au niveau national, d'amener à tempérer les passions. Oui. Voilà. Et éviter les débats idéologiques purs qui très souvent sont complètement déconnectés de la réalité. Ça. Hors sol, en fait. Exactement. Alors, allons vers l'espérance. Vous parliez d'espérance tout à l'heure, et je crois que beaucoup aimeraient qu'on tourne et qu'on avance vers cette page d'espérance. On en a déjà parlé ici à l'antenne, notamment avec François Bousquet, qui parlait de retour du peuple. Alors, est-ce un retour du peuple ? Peut-on imaginer, en effet, qu'une probable cohabitation avec un gouvernement bleu, bleu marine peut-être plus probablement, puisse véritablement changer les choses, ou pas du tout, puisque nous sommes, il faut le rappeler, dans une France déjà endettée, tenue non seulement par des conseils constitutionnels qui ne sont pas forcément dans la même idéologie, mais enfin, donc en général des conseils de juges qui ne sont pas dans la même idéologie, mais aussi au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne, et puis cette Union européenne dont la Commission décide de beaucoup de choses, beaucoup plus que l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement le changement peut réellement avoir lieu, ou est-ce que finalement ça ne va pas changer grand-chose malgré l'espoir que certains portent à cette moi je pense qu'il peut y avoir un vrai changement. Mais ça va demander en fait que les gouvernements expliquent très bien ce qu'ils veulent faire, et ce qu'ils veulent faire doit reprendre les aspirations
du peuple français. Les aspirations du peuple français, c'est d'abord, comme le disait le président Pompidou, il faut leur permettre, les laisser faire. C'est à eux à prendre des initiatives. Vous savez, il y a un principe auquel on tient, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Oui. Tout ce qui peut être fait au plus proche de la personne ou au plus proche de la communauté de base reste auprès de la communauté de base, qui est la famille, ou auprès de la personne. Et après, on remonte en fonction, j'allais dire, des nécessités de se regrouper pour pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs. Mais ça n'existe pas. La France souffre d'une centralisation, d'une bureaucratisation telle qu'aujourd'hui, toutes les initiatives sont étouffées. Oui. Il n'est pas possible d'avoir des expériences. Il n'est pas possible, j'allais dire, même d'essayer, alors que dans plein de pays, du fait de la souplesse politique, certains essayent tel type de politique, et quand on voit qu'elle a réussi, on la copie, on la met en œuvre sur tout le territoire. Et on a une Europe qui a repris les mêmes défauts que la France, qui est devenue en fait non pas une fédération, non pas même une confédération, non pas un certain nombre de pays qui s'entendent et qui acceptent même de ne pas avoir totalement les mêmes institutions. On est en train de créer un ensemble intégré où on est en train de concentrer, où on est en train de ne plus respecter la diversité, et que c'est une des raisons d'ailleurs de la révolte populaire, qui ne veulent plus de ça, et qui voudraient bien qu'on respecte la diversité, qu'on respecte la pluralité, qu'on leur laisse des initiatives. Vous savez, qu'on les laisse respirer en fait. Et qu'on laisse respirer le pays, exactement. Et vous pensez que ça peut vraiment arriver? De toute façon, je pense que c'est l'aspiration du peuple, et qu'ils l'ont exprimé lors des élections européennes. Que si les femmes et hommes politiques qui vont avoir la responsabilité demain ne tiennent pas compte de cela, il y aura une nouvelle révolte populaire. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment elle se terminera. Maintenant, le peuple a dit ce qu'il voulait. C'est à nous, en fait, à mettre en œuvre une politique qui corresponde à l'aspiration du peuple. Oui, mais là, vous parlez de la volonté d'un gouvernement qui voudrait faire bien, mais je rappelle les freins qui lui sont... Mais bien sûr qu'il y aura des freins, mais ces freins, le gouvernement est là pour les lever. Ils sont là pour les desserrer. Donc, il faut qu'il fasse l'analyse, qu'il voit quels sont les obstacles, qu'il convainc en réalité celles et ceux qui ne sont pas convaincus, qu'il déblaye le terrain pour pouvoir demain avoir un système éducatif qui soit conforme et qui permette à la France de retrouver sa place qu'elle avait dans le monde au niveau du rayonnement culturel et au niveau du rayonnement éducatif, qui permette à la France de retrouver son équilibre du territoire avec des services publics qui soient gérés au plus proche, c'est-à-dire par les élus de base, redonner de véritables compétences et aux départements et aux régions, mais surtout aux communes, surtout ne pas déraciner les communes comme on le fait actuellement avec des fusions obligatoires, car non seulement on déracine les communes, mais on déracine la démocratie, que j'allais dire que la tâche est immense. Et c'est la raison pour laquelle je dis aux futurs gouvernants, vous devrez en fait mobiliser toutes les bonnes volontés, car elles seront même peut-être insuffisantes pour pouvoir faire face aux défis que nous avons. Donc je crois que ça va être passionnant, mais ça va être très prenant. Et c'est justement ma question de la fin, Charles Millon. Vous avez œuvré pour cette union des droites pendant si longtemps. Est-ce que vous auriez imaginé ce qui se passe sous vos yeux? Et aujourd'hui, êtes-vous finalement heureux de ce qui se passe en ce moment? Je suis heureux en réalité du fait que les gens commencent à se respecter dans la partie droite de l'échiquier. Je regrette encore qu'il y ait un certain nombre de caciques qui préfèrent en fait leur petite tour d'ivoire plutôt que ce grand rassemblement, car c'est vrai que c'est plus difficile de gérer un rassemblement, c'est plus difficile de respecter l'autre que de s'enfermer dans son bureau ou s'enfermer dans sa fonction et de dire on va nous regarder le reste d'une manière un peu lointaine et dédaigneuse, plutôt en fait que d'aller mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir redresser le pays. Vous savez, je voudrais dire à un certain nombre de responsables politiques qui aujourd'hui se refusent à choisir entre
le RN, le macronisme ou la gauche, et qui veulent rester sur leur Aventin, Oui. qu'on peut avoir des mains pures, mais qu'on risque aussi de ne pas avoir de mains. Merci beaucoup Charles Meillon pour votre analyse. C'était particulièrement enrichissant de vous entendre, vous qui avez œuvré et depuis si longtemps pour cette union des droites, alors que tout ça se rejoue, cette union des droites, en ce moment sous nos yeux. Merci encore Charles Meillon, ancien ministre de la Défense, ancien député, ancien président de région Rhône-Alpes et aujourd'hui cofondateur et administrateur de l'Institut Thomas More. Merci.